Bonjour, merci de nous préférer chez vous pour ce numéro de décryptage sur New World Info. Nous allons parler de la République démocratique du Congo où deux casques bleus ont été blessés mardi dans l'est de ce pays lorsqu'un convoi de l'ONU a été pris en partie par une foule en colère sur fond d'offensive de la rébellion du M23. Alors, Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Ce qui peut expliquer sans doute cela, c'est que l'armée congolaise est au front face au M23 et on se dit sûrement qu'est-ce que la MONUSCO est en train de faire. C'est plus compliqué hein, parce que quand on prend les dépêches, les témoignages de certaines organisations de la société civile, l'armée a quitté, l'armée congolaise de la RDC a quitté certains lieux pour se replier. La base de l'armée de la RDC a été gardée pendant quelques jours par la MONUSCO. Et après, la MONUSCO a fait la même chose que l'armée congolaise. Et la MONUSCO le reconnaît, puisqu'ils disent de façon officielle qu'ils font un repli en bonne communication avec leurs partenaires pour préparer les jours futurs. Mais ils le font dans un contexte où vous avez des populations qui ont été déplacées, des populations qui considèrent que ni l'armée de la RDC ni la MONUSCO ne les a véritablement protégées. Et c'est ça qui a créé cette difficulté parce que quand le convoi, puisque c'était plusieurs véhicules, est arrivé, ils ont été arrêtés à un poste par l'armée de la RDC pour vérifier le contenu des véhicules. Des populations qui étaient déjà en colère aussi bien contre leur armée que contre la MONUSCO s'en sont pris à ce convoi de la MONUSCO et c'est ce qui a fait les deux blessés. Alors, la situation donc devient tendue entre la MONUSCO et ce sont les jeunes congolais. Mais elle l'est déjà. Rappelez-vous qu'il y a déjà eu des manifestations qui malheureusement même ont entraîné des morts d'hommes puisque à un certain moment les soldats de la MONUSCO ont tiré sur les populations. Rappelez-vous que les populations demandent le départ de la MONUSCO. Rappelez-vous également que ce n'est pas la première fois dans cette zone de Goma, du Nord Kivu, l'Ituri, etc., que les populations viennent devant les infrastructures des Nations Unies, de la MONUSCO en particulier, et de manifester en disant non, ces gens sont là en grand nombre, ils ont des armes, mais ils ne combattent pas les groupes rebelles de façon générale. Il n'y avait pas le M23, c'était plutôt le ADF. Mais il faut dire les choses également comme elles sont. Quel est le mandat de la MONUSCO? Parce que souvent on oublie cet aspect. Les casques bleus ont un mandat. Quand le mandat leur permet de tirer, ils tirent. Quand le mandat ne leur permet pas de tirer, ils ne tirent pas. Il faut rappeler également que la RDC avait vaincu le M23 il y a des années. C'était grâce à l'aide de la La MONUSCO. MONUSCO. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Ce qui veut dire que par moment, quand on donne le pouvoir qu'il faut à la MONUSCO peut participer à des combats comme il l'avait fait pour chasser le M23 de la RDC. Mais on dirait que pour le moment, ce n'est pas le cas, puisqu'ils se sont plutôt repliés au lieu d'affronter les rebelles ou de vouloir rester sur place pour protéger les populations. Et c'est parce que les populations n'ont pas de protection qu'elles ont préféré quitter les lieux. Alors pour le moment, comme vous l'aviez constaté, les combats prennent de l'ampleur. Quel rôle justement la MONUSCO peut jouer pour aider la République démocratique du Congo qui visiblement n'a pas de moyens pour faire face à cette rébellion? La MONUSCO, son rôle va dépendre de ce que les Nations Unies vont dire. C'est tout le problème. Parce que c'est vrai que c'est des gens qui sont déjà sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'ils font sur le terrain dépend de ce qu'on va leur dire parce que les soldats de la MONUSCO ne dépendent pas des soldats de la RDC, ils ne dépendent pas du président Félix Tshisekedi. Ils répondent des Nations Unies. Donc si les Nations Unies décident à un certain moment que leur mandat va être un mandat un peu plus offensif, comme cela a été fait à un certain moment en République centrafricaine, mais vous allez voir que les casques bleus peuvent participer à des combats. Mais si les Nations Unies ne prennent pas la décision, s'ils restent dans cet esprit de soldats de la paix, de force d'interposition, mais on va voir ce qu'on a vu là-bas, ce qu'on a vu au Mali, ce qu'on a vu à un certain moment en Centrafrique, ce qu'on a vu également dans d'autres pays où finalement les populations ont tendance à se retourner contre les soldats des Nations Unies
en considérant qu'ils ne servent à rien, alors que non. Ils sont en train de jouer leur rôle, mais le domaine dans lequel ils doivent intervenir est circonscrit et ce n'est pas les populations ni les autorités du pays dans lequel ils se trouvent qui décident de ce que les casques bleus vont faire ou pas. Ce qu'ils font dépend tout simplement de leur mandat. Alors, Mamadou, qu'est-ce qui peut expliquer, entre griffes, cette faiblesse de l'armée congolaise? Parce qu'on l'a vu depuis belle lurette, c'est une armée qui n'arrive pas à répondre aux exigences sur le terrain. Elle est souvent aidée soit par l'Ouganda, soit encore par d'autres pays de la sous-région. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Est-ce que derrière le M23, il y a un pays, il y a une puissance et autres? En fait, tout le monde s'interroge sur cette façon où tout le monde voit le M23 avancer. Et on se pose deux questions. La première question, c'est où est l'armée de la RDC? J'ai dit tout à l'heure qu'ils ont quitté leur base. Au moins sur ce cas-là, les choses sont très claires. Face à l'avancée du M23, ils ont quitté leur base. On peut se poser également une autre question. Si des militaires de la RDC quittent leur base, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas en leur possession la suffisance qu'il faut en termes de feu pour pouvoir faire face. Parce qu'en ce moment, bon, même si on peut dire vulgairement c'est une fuite, ben, il ne s'agit pas d'une fuite. Quand tu ne peux pas résister devant l'adversaire, à quoi bon rester là à dire que je vais jouer au héros? Mais en ce moment, il faut se poser la question. Le M23 qui était mort depuis des années, c'est quoi cet enfant qui naît subitement avec autant de capacités sur le plan militaire? Et c'est là où revient ce qui aujourd'hui est devenu un secret de polichinelle, le soutien du Rwanda par rapport au M23. Les Nations Unies l'ont dit, des organismes indépendants l'ont dit, le président Tshisekedi l'a dit. Mais il y a un autre élément interne que le président Tshisekedi a dit également, c'est que dans l'armée congolaise elle-même, il y a des problèmes. Et c'est le président Tshisekedi qui l'a dit, clairement, en accusant certains, même parmi les hauts gradés de l'armée, d'être en intelligence avec l'ennemi. C'est lui-même qui l'a dit dans un discours. Mais si vous mettez tous ces éléments ensemble, si l'armée de la RDC ne réussit pas à faire face devant la M23, ça ne va pas surprendre. N'oublions pas que les ADF étaient là. Des dizaines de groupes rebelles sont au niveau de la RDC. Et depuis lors, la RDC n'a pas été capable de résoudre le problème. Et généralement, quand les Nations Unies viennent dans un pays, c'est à cause de cette incapacité du pays à pouvoir résoudre un problème ou bien pour servir de force d'interposition. Alors, ce n'est pas la première fois que la MONUSCO aussi est confrontée à ce genre de choses en République démocratique du Congo. Vous voulez dire, elle doit se réinventer selon vous, Mamadou Diouf? Mais elle devait se réinventer depuis. Parce que l'opération a duré. C'est l'opération la plus longue que l'Organisation des Nations Unies a organisée, avec autant d'hommes. Mais à un certain moment, il fallait s'interroger sur mais ces 16 000, 17 000 hommes qui sont là finalement, est-ce que la pertinence qui avait amené à ce que ces hommes soient présents sur le sol de la RDC, est-ce que cette pertinence est restée au même niveau aujourd'hui? Si ce n'est pas resté au même niveau, soit c'est le mandat qu'il faut changer, soit il faut revoir les stratégies. Mais on reste souvent dans une même configuration. Et les Nations Unies ne sont pas une boîte qu'on fait bouger rapidement, surtout pour des questions de la RDC et autres. Si c'était une question qui intéresse les Américains, rapidement ils vont faire réunir le Conseil de sécurité, la France, l'Angleterre, etc. Mais vous allez voir, les gens risquent de prendre leur temps. Alors qu'il y a urgence parce que derrière le M23, il y a un risque énorme que le Rwanda et la RDC finissent par se retrouver en situation de confrontation. La médiation est en cours. Hein. Le président angolais est en train de faire son travail. Il y a même déjà le représentant de la RDC qui a été nommé et tout. C'est le plénipotentiaire du Rwanda qui n'avait pas encore été nommé. Je ne sais pas s'il l'a été entre-temps. Ça veut dire que des démarches sont en train d'être faites. Mais quand vous faites des démarches alors que les armes parlent, mais si vous n'allez pas vite, mais les armes vont aller plus vite que la démarche et finalement, ça sera plus une question de rapport de force qu'une question de négociation. Parlant justement de médiation, est-ce que vous pensez que le président angolais, João Lourenço, doit être plus soutenu par l'Union africaine? Mais bien sûr, il ne s'est pas désigné médiateur. C'est l'Union africaine qui a joué quelle est l'organisation sous-régionale qui est dans la zone.
on regarde l'organisation sous-régionale, on choisit quelqu'un, il s'agit du président de l'Angola. Mais je crois qu'il y a un appui supplémentaire qui est nécessaire parce qu'on n'est plus en situation de risque de crise. On est dans une situation où il y a problème. On parlait ici la dernière fois du fait que la RDC a demandé à l'ambassadeur du Rwanda de rentrer chez lui. Mais ça veut dire que d'un point de vue diplomatique, on est en train de couper les liens. Et quand on va vers la guerre, c'est comme ça que ça se fait. Est-ce qu'il faut attendre la guerre? Mais non, il faut plutôt anticiper et tout ce dont on nous parle comme mécanisme de prévention des conflits, d'anticipation, etc., mais qu'on mette en œuvre l'ensemble de ces mécanismes pour que, surtout, le Rwanda et la RDC ne se retrouvent pas en situation de guerre. Maintenant, s'il s'agit du M23, ce que l'on dit par rapport aux groupes terroristes ailleurs, mais qu'on l'applique également là-bas. Cette force interafricaine-là, elle sera prête quand? C'est elle qui devrait venir. Il y a un pouvoir qui est là, qui est légal. Il y a un président qui a été élu, qui dirige un pays. Vous avez des groupes qui veulent prendre le pouvoir par les armes, ou bien une partie du territoire par les armes. Mais les pays africains devraient pouvoir se solidariser avec la RDC pour que demain, que ce soit en RDC ou bien ailleurs, que les groupes armés sachent que dans aucun pays sur le continent africain, on va laisser des groupes armés prendre pied sur une quelconque portion du territoire. Mais on n'a pas vu cela jusqu'à présent, bien qu'il y a eu beaucoup de conférences qui en ont parlé. Mais d'un point de vue concret, on est là, on voit les choses traîner. Souvent, on attend la catastrophe. Quand il y aura un très grand nombre de morts, vous allez voir maintenant, tout le monde va venir, les ONG vont venir pour aider les populations. Alors qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, ce n'est pas le M23 seul qui est à l'origine de la détresse de ces populations. Ces populations sont dans des zones où il y a eu des problèmes depuis fort longtemps. D'ailleurs, le M23 est en train de refaire exactement ce qu'ils avaient fait il y a 20 ans. C'est de la même façon qu'ils avaient occupé une partie de ces territoires avant de se faire chasser par l'armée de la RDC appuyée par la MONUSCO. On va voir les réactions face à ce que subit la MONUSCO. Est-ce que l'Organisation des Nations Unies a réagi? Est-ce que le gouvernement congolais a réagi? Le gouvernement congolais, on ne l'a pas trop entendu puisque bon, c'est une situation gênante puisque comme j'ai dit tout à l'heure, les témoins sont clairs. L'armée a décampé, si on peut l'appeler ainsi. Et ça pose un sérieux problème. Et c'est pourquoi ces populations étaient un peu en colère parce qu'elles se sentaient laissées à elles-mêmes parce que quand la MONUSCO part, mais ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour protéger les populations et protéger les biens des populations. On laisse libre cours pratiquement au M23. Et vous voyez la réaction des populations, ils se sont attaqués à des gens qui objectivement quand même ne leur ont rien fait. Ce n'est pas la MONUSCO qui est responsable de la venue du M23, ce n'est pas la MONUSCO qui soutient le M23, donc là aussi il faut dire les choses comme elles sont. Mais il y a un problème de fond. Les Nations Unies, pour réagir, il y a tous ces mécanismes de réunion, récupérer les informations de la zone pour prendre une décision. Parce que malheureusement, il faut le dire, les Nations Unies ont gardé un aspect particulièrement bureaucratique parce que pour éviter qu'une prise de décision n'échoue, il faut plutôt négocier avant d'aller à la prise de décision et ça pèse sur la procédure. Pour la RDC, je me dis que le président Tshisekedi est en train de s'interroger sur quoi faire, puisque si c'est les populations, si c'est une partie des organisations de la société civile, si c'est une partie de l'opposition, les gens ont pris position de façon extrêmement claire. Il faut aller combattre le M23, et pas seulement le M23, mais combattre même le Rwanda. Vous en avez même certains qui se sont permis de parler en disant que le Rwanda n'a pas les moyens ni militaires ni financiers de faire face par rapport à la RDC. Il y en a qui proposent l'opération militaire, il y en a qui proposent d'asphyxier le Rwanda sur le plan économique parce qu'il y a une certaine dépendance par rapport à la RDC, mais on n'a pas encore une position officielle du président Tshisekedi clairement sur quelle attitude avoir, sauf le fait qu'on ait demandé à l'ambassadeur du Rwanda de quitter la RDC. En tout cas, pour le moment, les positions sont figées. Mamadou, il faut le dire, le Rwanda dit mordicus qu'il ne finance pas le M23. C'est le contraire au niveau de la République démocratique du Congo. Comment sortir justement de cette crise? C'est le rôle de la médiation. C'est en fait ça le rôle de la médiation parce que bon, aujourd'hui quand même, il ne doit pas y avoir beaucoup de gens, à part le président rwandais lui-même, Kagame, pour croire que le Rwanda n'a rien à voir avec cette affaire. Puisque
quand les Nations Unies font un travail d'enquête. C'est pourquoi on n'aime souvent pas les rapports. Vous voyez, généralement, quand les Nations Unies sortent le rapport, vous voyez les pays qui réagissent rapidement, qui contestent. Mais il y a une procédure de travail au niveau des Nations Unies quand ils font le rapport. Et dans la procédure, le pays est contacté. Le pays n'est jamais surpris par le rapport publié par les Nations Unies. Jamais, au grand jamais. Donc quand ils publient un rapport, quand même, il y a beaucoup de solide dedans, pour ne pas dire tout est solide. Et c'est pourquoi vous avez vu le président Tshisekedi insister, il l'a fait même quand il était à la tribune des Nations Unies, pour que l'intégralité du rapport soit publiée, parce qu'il y a de l'information dedans, parce que vous le voyez, ils le font au Mali, ils le font partout. Quand ils sont quelque part, tous les 3 mois, ils doivent rendre compte à l'ONU. Pas seulement sur leur mission, mais également sur les questions de droits de l'homme, etc. Donc ça fait partie de leur travail. Et ici, il y a un problème de droit, puisque le Rwanda est en train au moins de soutenir le M23. Au pire des cas, il y a des Rwandais qui soutiennent le M23 avec l'accord du chef de l'État rwandais, malgré que jusqu'à présent, M. Kagame dit clairement que c'est une affaire qui concerne la RDC, le Rwanda n'est pas concerné. Vous avez le GIEC également, un groupe d'études sur le Congo, qui ont publié des résultats. C'est des universitaires cette fois, mais tous ces résultats concordent sur le fait que le Rwanda, d'une façon ou d'une autre, est impliqué dans le soutien au M23, malgré les dénégations du pays. D'ici là, pour chuter, la MONUSCO aussi va prendre ses précautions. La MONUSCO est déjà dans une situation de précaution, parce que imaginez, vous venez pour protéger des populations, ce sont ces populations qui vous attaquent. Et ce n'était pas de petites attaques. Pour ceux qui ont regardé à la télé ce qui s'était passé, mais les populations s'en étaient prises véritablement aux soldats des Nations Unies, et il y a même eu mort d'hommes. Aussi bien sûr au niveau des populations qu'au niveau des casques bleus. Mais ça veut dire qu'en ce moment, ces gens se connaissent qu'ils sont sur un territoire où ils ont déjà des problèmes avec la population qu'ils doivent défendre. S'ils s'y ajoutent maintenant un M23 qui avance, le M23 avait été combattu par la MONUSCO. Qu'est-ce que le M23 pense plutôt de la MONUSCO? Mais effectivement, ils sont obligés de reconsidérer normalement leur présence dans la zone, mais également leur attitude. Parce que les données ont actuellement changé. Il va falloir que les Nations Unies réajustent leur intervention au niveau de la RDC. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Maître Éric Emmanuel Sosa est déjà en place. On va marquer la petite pause et on le reçoit.